Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de l'actualité de ce mardi matin. Des ex-rebelles Sommaire. Maï rendent volontairement les armes et quittent la rébellion. Au total, 19 éléments, dont 4 enfants, tous membres du groupe Mouvement d'Action Populaire, se sont rendus avec quelques armes à feu, AK-47 et autres effets militaires Lubero Nord Kivu. Ils ont été démobilisés par le PDD-RCS pour leur réinsertion sociale. On en parlait dans un instant. Également au sommaire de votre 7 heures, l'université de Kinshasa sous le coup des menaces des têtes d'érosion. Les routes, les résidences des professeurs et les homes des étudiants sont aussi menacés. Les efforts de la brigade universitaire pour tenter de sauver quelques bâtiments semblent vains jusque-là. La ministre des tutelles est descendue sur les lieux pour des solutions rapides. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, des vaccins pour les chiens et autres petits ruminants déjà disponibles dans la province du Congo central. 100 000 doses des vaccins contre la peste de petits ruminants et 40 000 doses autres contre la rage canine ont été remises au gouverneur. C'était lors du lancement de l'opération de vaccination des animaux dans la ville de Matadi. La campagne cible les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur nos régionales, la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République hausse les tons et dénonce de manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique RDC-USA. Face aux journalistes, Félix-Antoine Tshisekedi rejette toutes les allégations de bradage des ressources naturelles. C'était lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette 32e édition avait pour thème les journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre d'agression rwandaise. Plus de précision avec Blandine Zoff. En République démocratique du Congo, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous ce lundi pour réfléchir autour de la liberté de la presse, qui est le miroir de notre démocratie et pilier fondamental de toute société démocratique. Organisé par le ministère de la Communication et Médias sous le haut patronage du président de la République, l'édition 2025 de la journée consacrée à la liberté de la presse revêt un caractère tout particulier. Elle est célébrée dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de l'AFC et du M23. Sur la liste des prises de parole pour la circonstance, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, et l'UNESCO ont loué les efforts inlassables que déploie le président de la République dans la recherche de la solution pour mettre fin à la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la partie est de notre pays. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise, un thème interpellateur qui place le journaliste congolais face à ses responsabilités, selon le président du CESAC. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. Dans un contexte de guerre d'agression, le ministre de la Communication et Médias peint un tableau sombre de la situation des professionnels des médias œuvrant dans l'est de la République sous occupation de l'armée rwandaise, où les micros sont restés à fond, les plumes ont séché, laissant la place à la terreur, aux intimidations, aux arrestations arbitraires et à la fermeture de certains médias. Votre présence aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure
et de résilience, à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement indéfectible au pluralisme médiatique, mais aussi à l'accès à la vérité pour une liberté de la presse qu'il définit comme pilier fondamental de toute démocratie digne de son nom. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui transforme le monde à une vitesse fulgurante, mais constitue également un piège pour les professionnels des médias face aux risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. En ce temps de guerre, le chef de l'État appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Le Royaume de Danemark veut donner un coup de pouce aux efforts de guerre fournis par la RDC pour le retour de la paix dans l'est du pays, vœu exprimé par la représentante spéciale de Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac. Elle a dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était au cours d'une audience lui accordée et toute sa délégation. Regardez. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume de Danemark compte jouer un rôle équilibré, constructif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC et participer aux efforts de restauration de la paix durable dans l'est du pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite à Kinshasa de la représentante spéciale du Royaume de Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac et le Sahel, Brigitte Nygaard Markussen. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine, Brigitte Nygaard, qu'accompagnait une forte délégation danoise, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi sur le contour de la situation sécuritaire du pays dans le but de mieux appréhender la problématique liée à la guerre dans l'est de la RDC. Nous avons eu une discussion très intéressante, très important, lié à les processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix. Nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Brigitte Nygaard a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous travaillons durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseil très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire et nous avons aussi discuté et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer que
qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays, parce que c'est très préoccupant. La RDC et le Royaume du Danemark entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Tous les commandants des grandes unités de la police de circulation routière de retour sur le banc de l'école. Pendant quelques jours, ils seront outillés sur le rôle de l'inspection générale dans la mise en œuvre du code de la route, pas seulement, mais aussi de la pratique des amendes transactionnelles. Les travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. D'autres détails dans ce reportage de Cédric Inina et Bijoueka. C'est à l'issue d'une mission de contrôle, enquête et évaluation sur le travail de la police des circulations routières que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, a décidé d'outiller les commandants des grandes unités de la PCR sur le rôle de l'inspection générale dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. C'est dans ces cadres même qu'il s'est ouvert cet atelier des renforcements des capacités en faveur des inspecteurs et éléments de la PCR sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Cette réunion est l'opportunité d'une autocritique interne qui vise à réfléchir ensemble aux solutions durables face aux maux et réalités actuelles qui minent nos villes, nos cités, nos routes et avenues. À savoir embouteillage, inaction et pratiques illégales enracinées au sein de la PCR. Bannir les pratiques honteuses, c'est en substance les messages du commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, à l'ouverture de ses assises. Face à ces défis, il est impératif d'une part d'outiller nos agents de la police de circulation routière avec des compétences techniques, juridiques, éthiques et déontologiques nécessaires pour accomplir leur mission avec professionnalisme, intégrité, probité, honneur et efficacité. Et d'autre part, d'appeler les usagers de la route au respect strict de leurs obligations vis-à-vis de la législation routière. Par ailleurs, cet atelier qui connaît la participation de membres de différentes associations, des transporteurs et chauffeurs de Kinshasa, est organisé en collaboration avec la société Intelligency Global Consulting, partenaire de l'inspection générale en matière de formation. Comme les agents de la PCR, les hauts magistrats du Conseil d'État aussi sont sur les bancs de l'école depuis hier. Pendant 2 jours, ils renforcent leurs capacités sur les fondamentaux et usages de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur mission. Une initiative de la première présidente de cette cour. C'est un reportage de Rigen Shindano rendu par Cédric Inina. Pendant 2 jours, les hauts magistrats du Conseil d'État vont se familiariser avec les fondamentaux et usages de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur mission. Placés sous le thème « Introduction aux outils d'intelligence artificielle générative dans la pratique du droit », cette session a permis de comprendre la quintessence même de l'IA, mais aussi, dans une certaine mesure, arriver à une conclusion. Rien ne peut remplacer les raisonnements humains. Cet outil technologique peut venir en appui pour améliorer l'analyse juridique, la rédaction ou encore la recherche documentaire. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Ntsesele Ouansesele, explique ici l'importance de cet outil. Cette question vaut pour tous les domaines scientifiques. Nous recourons à l'intelligence artificielle comme outil de recherche dont le maître reste un être humain. Le magistrat qui pourra contextualiser ces questions puis bonifier son travail. C'est les juges qui décident, qui a les derniers mots. Parce que le droit congolais n'est pas encore numérisé au point que les questions de recherche ou les prompts donneront essentiellement le droit étranger. Cette initiative s'aligne parfaitement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un appareil judiciaire plus performant et adapté aux enjeux contemporains.
Je le dis à l'ouverture de ces journaux, l'université de Kinshasa, sous les coups des menaces, des têtes d'érosion, les routes, les résidences des professeurs et les homes des étudiants sont aussi menacés. Vous le verrez sur les images. Les efforts de la brigade universitaire pour tenter de sauver quelques bâtiments semblent jusque-là vains. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire Marie-Thérèse Sombo est descendue sur les lieux pour des solutions rapides. Alain Bikaï nous en parlait. Plusieurs têtes d'érosion suite aux dernières pluies diluviennes menacent les campus de la colline inspirée de Kinshasa. Les voies qui mènent vers le plateau des professeurs et les hommes des étudiants risquent de se couper si rien n'est fait à temps. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, a fait une descente sur ce site pour s'enquérir de la situation. Accompagnée directeur de cet alma mater, la ministre des tutelles a fait la ronde pour palper la réalité en vue d'envisager une réponse adéquate pour freiner la progression de cette tête d'érosion. Sur son passage, Marie-Thérèse Sombo a constaté les efforts consentis par la brigade universitaire pour sauver certaines résidences des professeurs menacés par ces érosions et les routes qui les relient à l'université. Au vu des menaces, la ministre de l'ESU a contacté son collègue des travaux publics et celui de l'aménagement du territoire pour une solution idoine. Dans les jours à venir, une équipe d'experts de ces ministères sera sur le terrain pour des modalités pratiques, ont convenu ce membre du gouvernement souminois. Bien avant, la patronne de l'ESU a échangé avec la noce apostolique qui visitait pour la première fois l'université de Kinshasa avant de participer à la messe célébrée par ces derniers à la paroisse catholique de l'université de Kinshasa, Notre-Dame de la Sagesse. Et puis, ces chiffres fous. 90% des terres agricoles en RDC sont abandonnées, 10% seulement des 80 millions d'hectares de terres arables sont exploités à travers le pays. Des données fournies par le FAO lors de l'atelier d'élaboration d'une cartographie de terres irrigables en RDC, des travaux lancés par le ministre d'État en charge de l'agriculture. Plus de précisions avec Marie Kalong. Bientôt, la République démocratique du Congo va se doter d'une stratégie nationale de développement de l'irrigation, une méthodologie qui permettra d'accroître la production et la productivité agricole pendant toute l'année. C'est le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutom, qui a donné le go de cet atelier en épinglant la nécessité d'une cartographie des terres irrigables. La RDC possède des réserves foncières considérables, comprenant plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont plus de 4 millions sont potentiellement irrigables. Je souhaite insérer dans les activités de la stratégie nationale de développement de l'irrigation la cartographie des terres irrigables avec la facilité que nous donnent les drones actuellement, en commençant par les centres agricoles de Tchouengue. Le représentant de la FAO en RDC a démontré l'importance du système d'irrigation. La RDC dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont à peine 10% sont exploités et possède un des réseaux hydriques les plus denses du monde. Pourtant, le taux d'irrigation y demeure extrêmement faible, en deçà de 1% de surface cultivée, ce qui constitue un paradoxe stratégique pour un pays qui aspire à l'autosuffisance alimentaire et à la valorisation de ces chaînes de valeurs agricoles. À noter que ce projet de coopération technique est mis sur pied par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La production des blés, l'élevage des bovins, mais aussi l'agro-business d'une manière générale. Eh bien, le coordonnateur de la réserve stratégique Serge Moulumba Kachi a visité quelques installations des producteurs locaux dans la province du Lualaba. On en parle avec Chimedondo. Dans le cadre de sa mission officielle à Kolwezi, dans la province de Lualaba, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Moulumba Kanchi Serge, a entrepris une visite de terrain pour rencontrer les producteurs locaux. Sa tournée a débuté par les installations de Dagril qui dispose d'une minoterie moderne dotée de kilos d'une capacité de 7000 tonnes et d'une vaste ferme intégrée où il développe la pisciculture, la pocherie et des poulaillers.
Prenant la parole, Igedi Dembolo, coordonnateur adjoint en charge de questions techniques, a rappelé l'intérêt de la réserve stratégique générale d'accompagner les producteurs locaux en milieu rural. La réserve a besoin d'accompagner ou d'être avec des producteurs locaux, pour commencer, parce qu'on veut promouvoir la production locale. Et ça passe par des acteurs comme Dalville aussi. Parce que jusque-là, ils ont travaillé avec des moyens propres. Et derrière, ils nourrissent déjà la province du Lualaba. Regardez ça. Et ça, c'est la terre congolaise. Il est important de noter que la réserve stratégique au général se positionne comme racheteur de la production locale, lui permettant de garantir la transformation et la consommation locale, mais aussi de consulter de stocks de produits stratégiques pour une nation résiliente. Des vaccins pour le chat et petits ruminants déjà disponibles dans la province du Congo central. Le ministre de la Pêche et l'Élevage vient de remettre au gouverneur 100 000 doses des vaccins contre la peste de petits ruminants et 40 000 autres contre la rage canine. C'était lors du lancement de l'opération de vaccination des animaux dans la ville de Matadi. La campagne ciblait aussi le territoire de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela, comme nous dit Rodépanda. Cette campagne de vaccination de grande envergure vise à enrayer la propagation des maladies dévastatrices qui continuent de décimer les cheptels et les animaux domestiques, compromettant ainsi le moyen de subsistance des éleveurs locaux. Le week-end dernier, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimangabwana, a procédé au lancement de l'opération de vaccination des animaux à partir de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Lors de cette cérémonie, le ministre a remis un lot conséquent de 140 000 doses de vaccination au gouverneur de province grâce à Bilolo, 100 000 doses contre la peste des petits ruminants et 40 000 contre la rage canine. Cette campagne de vaccination ciblera les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela. Nous sommes descendus ici sous la propagation de l'État avec la coordination de Mme la Première ministre pour ouvrir la riposte contre ces maladies en lançant la campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants et la rage canine. Ce que nous demandons, c'est que vous puissiez être coopératifs en ouvrant vos fermes, en ouvrant vos élevages à l'équipe qui restera pour vacciner, pour nous permettre de mener cette action à bon port. En plus des vaccins, le gouvernement met à la disposition des prestataires de terrain des matériels vétérinaires composés des antibiotiques, des vermifuges, 5 motos tout-terrain et un véhicule Toyota Land Cruiser. Cette action s'inscrit dans la 3e phase de la campagne nationale de vaccination démarrée à Kikwit dans le Kwilu, suivie de Kenge au Kwango, et elle s'étendra prochainement au Lualaba et au Katanga. Il faut noter que la vaccination est gratuite. Le compte à rebours est lancé. 48 mois désormais accordés à tous les partenaires impliqués dans le grand projet du barrage des Katende en arrêt depuis 2016 pour finir tous les travaux et 24 mois pour finir déjà la première phase, un délai leur accordé par le ministre des Ressources hydrauliques Teddy Luamba. C'était au cours d'une grande réunion entre les deux parties. D'autres précisions dans ce reportage d'Alain Bikaï. Dans quelques jours, les travaux de la construction du barrage de Katende au Kasaï central vont redémarrer. C'est dans ce cadre que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, a convoqué toutes les parties prenantes à ces projets dans son bureau de travail pour de nouvelles directives quant à ces. Dans sa communication, Teddy Luamba Mouba est revenu sur les rôles de chacune des parties, le respect des délais et la célérité dans l'exécution de ces grands projets du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour desservir en électricité la population de l'espace Grand Kasaï. Pour Teddy Luamba Mouba, dans 24 mois, les travaux de 2 turbines de 32 MW doivent terminer. Donc c'était important que nous tous, les parties prenantes, que nous soyons fixés quant à la manière dont les choses vont se dérouler. Nous avons 24 mois pour que la première phase se termine, c'est-à-dire que nous puissions avoir les 2 turbines en marche de 16 MW chacune, ça fait 32 MW.
ainsi que la ligne qui va aller jusqu'à Kananga. 48 mois pour finir tout le projet. Donc que la population sache que les choses ont commencé. Le ministre nous a rassuré que le gouvernement a tout fait pour que les finances soient sécurisées. Rappelons que ces travaux sont à l'arrêt depuis 2016, mais l'actuel patron des énergies en République démocratique du Congo s'est investi bec et ongle pour acheminer les matériels de ce barrage abandonné à Lubumbashi vers Chimbulu au Kasaï central. Comment construire et entretenir des infrastructures routières en RDC? Eh bien, ces sujets fait débat à l'Office des routes. Un atelier de 10 jours vient d'être ouvert à l'attention de tous les directeurs provinciaux. Atelier lancé par le directeur général de cet établissement public. C'est un reportage de Joël Makela, Paulette Lumba et Junior Bonioma. Pendant une semaine, les directeurs provinciaux de l'Office de route seront davantage outillés sur la construction et l'entretien des infrastructures routières. C'est le directeur général de cet office, Janoki Kangala Ngoy, qui a ouvert ces séminaires. À cette occasion, Janoki Kangala a insisté sur l'importance de cette formation visant à doter le personnel placé sous sa tutelle des compétences nécessaires afin d'améliorer leur savoir-faire dans la construction d'ouvrages répondant aux standards internationaux. Il est important que certaines notions nouvelles vous permettent de vous remettre à niveau par rapport à la gestion de ces différentes entités qui vous sont confiées. Il y a les aspects liés aux études techniques et aux études géotechniques entre vous, les directeurs provinciaux. Il peut y avoir certains aspects qui peuvent faire en sorte qu'il y ait échange d'informations entre vous, et cela sera toujours encourageable pour permettre à ce que les expériences des uns permettent aux autres de bien mener leurs actions sur terrain. De son côté, le président du conseil d'administration a souligné la nécessité de créer un climat de travail propice. Il a également rappelé à chaque directeur provincial ses responsabilités et son rôle dans l'atteinte des objectifs fixés par l'Office de route. Dans la foulée, les participants ont échangé sur leur expérience. Les directeurs provinciaux ont également saisi l'occasion pour soumettre un mémo à la hiérarchie. Dernier virage de ce journal, deux rebelles rendent volontairement les armes et quittent la rébellion. Au total, 19 éléments, dont 4 enfants, tous membres du groupe Mouvement d'Action Populaire, se sont rendus avec quelques armes à feu, AK-47 et autres effets militaires à Lubero Nord Kivu. Ils ont été démobilisés par le PDD-RCS pour leur réinsertion sociale et retrouvent désormais leur vie civile. Regardez. Et ce au total, 19 éléments Maïmaï, dont 4 enfants du groupe dénommé Mouvement d'Action Populaire MAP du général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel basé à Moussienene, c'est un territoire de Lubero. C'est le Eric Massinda, chef d'antenne du PDDRCS Lubero Butembo. Les adultes seront démobilisés et les 4 enfants seront dans des centres de rééducation. Il précise que ces ex-combattants se sont rendus avec 3 armes en feu, marque AK-47 et plusieurs autres effets militaires. Nous avons 4 enfants et 12 adultes. Et vous savez, par principe, le PDDRCS ne peut pas faire plus de 48 heures avec ses enfants. Donc d'ici là même, il y a les agences de protection pour les enfants qui viennent directement ici pour récupérer ces enfants et les amener dans leur... on appelle des agences de protection pour la phase, pour leur réinsertion. Quant aux adultes, ils vont suivre le processus normal jusqu'à l'obtention de leur carte pour démobilisation. Le maire de Butembo, témoin de l'événement, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, a remercié le commandant qui a accepté de remettre ces éléments dans la vie civile et demande aux autres de suivre cet exemple pour la paix. Et nous pensons que ceux qui traînent encore les pas, qui sont à Butembo ou à Lubero, qui puissent emboîter les pas de nos compatriotes qui viennent de faire ce geste combien tant aimable. Le général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel, qui a accompagné ces éléments, a promis sensibiliser pour que ceux qui veulent se rendre volontairement intègrent la vie normale
et ceux qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo étant des Wazalendo de rester pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Alain Sodi, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Tsakala. Très bonne suite des programmes. Au revoir.